Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on vous parle de nuages effrayants, beaux, étranges, parfois les trois à la fois. Nuages en rouleau, en vague ou en mamelon, ce n'est pas ce que vous pensez. Nuages lenticulaires ou apocalyptiques, nuages iridescents ou noctulescents, trous de Virga, ce n'est pas ce que vous pensez non plus. On vous explique comment ils se forment, où les observer, comment les capturer, les entraîner et les faire évoluer. C'est parti! Commençons par le nuage en rouleau, qui est l'un des plus flippants. Son vrai nom ressemble à un sort dans Harry Potter. Arcus volutus! Le nuage en rouleau prend la forme d'un immense tube horizontal qui s'avance seul, en roulant près du sol, parfois assez rapidement, ce qui lui donne un air terriblement menaçant. Il peut se former au-dessus de la terre ou de la mer, mais on ne va parler que du premier cas. Sachez cependant qu'il existe un endroit et un seul où les nuages en rouleau se forment de façon récurrente et prédictible, le golfe de Carpentarie au nord de l'Australie. On y observe parfois 2 ou 3 rouleaux d'affilée. Au-dessus des terres, le nuage en rouleau est créé par un bon vieux cumulonimbus. Le cumulonimbus, c'est cet immense nuage en forme d'enclume qui annonce du mauvais temps. Il peut mesurer 20 km de haut. Lorsqu'il commence à pleuvoir, les gouttes de pluie entraînent avec elles de l'air très froid et dense qui provient parfois du sommet du nuage. En arrivant près du sol, cette nappe d'air froid passe sous les couches d'air plus chaud et les soulève. L'air chaud remonte alors vers le nuage, car oui, l'air chaud est comme ça, il a tendance à monter à cause de sa faible densité. Les couches nuageuses basses se retrouvent coincées entre le courant d'air froid descendant et le courant d'air chaud ascendant. Poussée par la ligne de précipitation qui continue d'avancer, cette couche de nuages bas commence alors à rouler, adoptant une forme cylindrique. Les nuages lenticulaires sont des solitaires assez surprenants. Ils prennent la forme d'une soucoupe ou d'une pile d'assiettes et ne bougent pas, même quand il y a beaucoup de vent. À cause de leur forme particulière et de leur immobilité, ils sont parfois pris pour des ovnis. Ces nuages se forment généralement au-dessus de reliefs ou juste à côté. On en observe souvent au-dessus du mont Fuji au Japon, mais on peut aussi en voir en France dans les régions montagneuses. Le mécanisme de formation est assez simple. Il faut du vent, de l'air humide et peu de turbulences. L'air se déplace ainsi en couches superposées qui ne se mélangent pas. Quand ces courants d'air chargés d'humidité rencontrent un relief, ils remontent la pente gentiment poussés par le vent, toujours sagement rangés les uns au-dessus des autres. Au fur et à mesure que ces masses d'air montent, la température et la pression diminuent. Au-dessus d'une certaine altitude, l'eau ne peut plus rester sous forme gazeuse et se condense, comme votre souffle en plein hiver, formant ainsi un nuage bien visible. Ensuite, l'air progresse encore et dégringole de l'autre côté, parvenant dans une zone où l'humidité ne peut plus se condenser. Le nuage disparaît. L'air circule donc, mais la zone où les conditions de formation du nuage sont réunies ne bouge pas. En fait, le nuage est constamment en train de se former du côté d'où le vent arrive et de se désagréger de l'autre côté. Les nuages lenticulaires s'empilent parfois, ce qui donne de superbes photos. Bon, par contre, il y a beaucoup de fakes. Celle-ci, par exemple, est un montage. Alors, comment se fait-il que ce genre de nuage se forme aussi à bonne distance d'un relief? Là, ça se complique un peu. On va parler d'ondes. L'atmosphère, tout comme les étendues d'eau, est soumise à des ondes qu'on appelle ondes de gravité. Rien à voir avec les ondes gravitationnelles. Ces ondes apparaissent lorsqu'une masse d'air monte ou descend. Elle peut alors rentrer en oscillation, comme un gamin sur un trampoline. Une masse d'air a en effet une altitude d'équilibre. C'est l'altitude à laquelle la force d'Archimède exercée par l'air en dessous compense exactement la force exercée par le poids de la masse d'air. Si la masse d'air descend en dessous de cette altitude d'équilibre, elle va être repoussée vers le haut par la force d'Archimède. Et si elle monte au-dessus, elle va être tirée vers le bas par son poids. Mais avant de rejoindre son altitude d'équilibre, elle va osciller un peu. Encore faut-il une raison pour que l'air monte ou descende, comme un relief par exemple. Quand l'air est poussé par le vent contre un relief, il est obligé de monter au-dessus de son altitude d'équilibre. Lorsqu'il redescend de l'autre côté, il est entraîné par son poids sous les couches d'air plus denses et sous son altitude d'équilibre, et rentre ainsi en oscillation. Le parcours de la masse d'air dessine ainsi une onde. Et comme ses creux et ses bosses ne bougent pas, on parle d'onde de gravité stationnaire. La trajectoire de l'air reproduit en quelque sorte le relief qui lui a donné naissance. C'est beau. À chaque fois que la masse d'air remonte, elle peut atteindre une altitude où l'humidité se condense, formant un nuage lenticulaire avant de redescendre. Un ou plusieurs nuages lenticulaires peuvent ainsi se former en aval d'un relief, aux endroits correspondant au maximum de l'onde dont la longueur d'onde est comprise entre 5 et 10 km. Bien sûr, l'onde finit par se tasser,
Et passé quelques dizaines de kilomètres, on ne trouvera plus de nuages lenticulaires. Le mont Fuji ne pourra malheureusement jamais créer un nuage lenticulaire à Paris. Ah, de belles vagues dans le ciel, et sont stupéfiants. Les nuages en vagues rappellent celles de la mer, et se forment un peu de la même façon. C'est la différence de vitesse entre deux couches d'air superposées qui provoque cet enroulement. Le phénomène est appelé instabilité de Kelvin-Helmholtz, du nom des physiciens Lord Kelvin et Hermann von Helmholtz, qui étudièrent l'effet au XIXe siècle sans même consommer de produits illicites. Bon, en même temps, à l'époque, rien n'était illicite. Concrètement, voici comment ça se passe. Si la couche d'air supérieure se déplace plus vite que la couche d'air inférieure, les particules d'air du haut vont être freinées par celles du bas. Et réciproquement, les particules du bas vont être accélérées par celles du haut. La zone de contact entre les deux couches va devenir instable et des tourbillons vont s'y former, comme on peut le voir dans cette animation. Si des nuages sont présents au niveau des tourbillons, ils vont s'enrouler en vagues et rendre le phénomène visible. L'instabilité de Kelvin-Helmholtz n'est pas toujours verticale. On peut l'observer depuis l'espace, dans l'atmosphère terrestre. Un autre exemple bien connu est celui des nuages de surface sur les planètes gazeuses Jupiter et Saturne. Cette autre simulation, réalisée par le Charles Hayden Planetarium à Boston, montre justement comment cette instabilité intervient dans les formations des tourbillons sur Jupiter. C'est hypnotique, surtout si vous prenez un peu de drogue avant. Mais n'en prenez pas. Les trous de Virga, ou cavum, pour utiliser un terme plus officiel et rigoureux, sont des trous plus ou moins circulaires qui ressemblent à ça. Ils se forment dans des nuages fins où l'eau est dans un état métastable. Sa température est suffisamment basse pour qu'elle gèle, mais une bonne partie reste sous forme liquide. Il suffit alors d'une petite perturbation ou d'une impureté pour provoquer la congélation de l'eau. C'est ce qui se produit par exemple quand un avion ou autre chose passe à travers le nuage. L'apparition de ces mini-cristaux de glace va avoir trois effets. Premièrement, il déclenche la congélation quasi instantanée des gouttelettes de nuages à l'endroit où l'avion est passé. Deuxièmement, ils vont en quelque sorte absorber la vapeur d'eau environnante. Celle-ci va se coller aux cristaux en passant directement de l'état gazeux à l'état solide. Les cristaux de glace poussent au détriment des gouttelettes. Ceci diminue donc la densité du nuage qui semble disparaître et les cristaux finissent par devenir suffisamment lourds pour tomber, parfois sous forme de neige. La zone s'affaisse et forme le cavum ou trou de Virga. Enfin, ces mini-cristaux laissés dans le sillage de l'avion vont provoquer l'irruption de conspirationnistes qui tenteront de dissoudre les chemtrails en pulvérisant du vinaigre biodynamisé en direction de ces nuages pédosatanistes. Les trous de Virga peuvent bien sûr avoir d'autres causes que les avions, et on en observe parfois beaucoup sur une zone restreinte. Vu de l'espace, ça donne une sorte de tableau abstrait assez intriguant. Les nuages noctulescents sont visibles au crépuscule et prennent la forme de fines nappes parfois à peine visibles. Ils se forment à très haute altitude, entre 75 et 85 km, beaucoup plus haut que les nuages ordinaires. Ils sont visibles quand le soleil n'est pas encore levé ou quand il vient de se coucher. La Terre est dans la pénombre, mais le soleil éclaire encore les objets à très haute altitude, comme la Lune par exemple. Un observateur placé à la bonne distance pourra alors voir les nuages éclairés par le dessous, alors qu'il est lui-même plongé dans la nuit. Ces nuages énigmatiques ne sont pas encore très bien compris. On ignore encore les conditions exactes de leur formation et de leur maintien à des altitudes aussi extrêmes. Par contre, on sait que ça fait de superbes photos. Les mamas sont des nuages en forme de mamelons à la mine surnaturelle. Là aussi, on ne sait pas exactement comment ils se forment, mais c'est souvent dû au fait qu'un nuage se déplace au-dessus d'une couche d'air très sec. Le nuage va partager une partie de son humidité avec cette couche d'air sec, mais de façon irrégulière. Certaines zones vont se retrouver plus humides que d'autres. Les gouttelettes en suspension vont parfois s'évaporer, ce qui va absorber de l'énergie et abaisser la température localement. Toute la zone à la base du nuage va se retrouver chamboulée, avec des zones humides et moins humides, chaudes et moins chaudes. L'air va commencer à circuler entre ces zones de façon très localisée, formant de petits mamelons. Dans la thématique apocalypse, parlons des asperitas, anciennement appelés Undulatus asperatus. Asperitas, ça fait un peu nom de truc d'assurance, mais bon, c'est pas nous qu'on décide. Les asperitas sont vraiment une tronche étrange. Ils semblent parfois complètement artificiels. Ils sont parcourus d'ondulations lentes qui font penser à des vagues inversées. Leur aspect pourrait être dû au fait qu'ils sont constitués de masses d'air très différentes.
L'une est très chaude et humide, l'autre très froide et très sèche. Ainsi, elles ne se mélangent pas, ou très peu, même lorsqu'elles sont chahutées, un peu comme de l'huile sur de l'eau. Mais cette explication ne fait pas l'unanimité, probablement parce qu'elle a été avancée par Michael Fish, un présentateur météo britannique devenu célèbre pour avoir dit « Oh, ne vous inquiétez pas, on n'attend aucun ouragan », quelques heures avant la grande tempête de 1987, la pire que l'Angleterre ait connue depuis 3 siècles. Good afternoon to you. Earlier on today, apparently a woman rang the BBC and said she heard that there was a hurricane on the way. Well, if you're watching, don't worry, there isn't. Bref, c'est encore plus beau en time-lapse. Les nuages iridescents sont assez fréquents, surtout en altitude, mais font toujours leur petit effet. Ce phénomène apparaît lorsque des nuages très fins masquent le soleil. Les gouttelettes d'eau en suspension diffractent alors la lumière, exactement comme les gouttes de pluie dans un arc-en-ciel. Cela ne marche qu'avec des nuages très fins. En moyenne, la lumière du soleil n'est diffractée qu'une seule fois. Dans les nuages plus épais, la lumière est diffractée et diffusée dans toutes les directions et ça fait des nuages moches. Et ça marche aussi dans une moindre mesure avec la lumière réémise par la Lune. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode, mais on a encore quelques trucs à vous montrer. Comme ce nuage en ADN photographié en Russie en 2012, probablement dû à des traînées d'avions qui auraient fait un tonneau vertical. Ouais, ça arrive souvent en Russie. Les liens, sources et crédits sont dans la description, comme d'hab. Et vous pouvez vous abonner ici.